Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Professeur Keita, est-ce que vous confirmez que vous avez découvert vous-même, ou en tout cas des médecins qui étaient dans votre service, des débris, des résidus de bois? Pas moi-même. Oui, ok. Pas moi-même. Dans les parties génitales de certaines femmes. Dans les parties génitales de ces femmes, oui. Est-ce que vous confirmez également, professeur Keita, que certaines femmes ont déclaré à ces médecins-là qui étaient dans votre service, qu'on avait introduit dans leurs organes sexuels des baïonnettes? Des canons de fusil. Des canons de fusil aussi. Et est-ce que ces médecins vous ont rapporté qu'ils ont constaté des blessures sur ces femmes-là? Ah oui, bien sûr. Parce qu'on ne peut émettre qu'il s'agit d'une suspicion de viol s'il n'y a pas de traces. Professeur, est-ce que vous avez eu connaissance du nombre de femmes qui ont eu des problèmes psychologiques ou psychiatriques? Psychiatriques, peut-être qu'il y en a une ou deux, mais psychologiques, elles en ont toutes. Est-ce que certaines avaient contracté le VIH? Oui. Autant que je me souvienne, une. Vos services ont-ils délivré des certificats médicaux à ces femmes-là? Ces femmes ont eu les certificats, oui. Mais surtout, ces femmes ont été déclarées, ont été mises sur une liste sous anonymat, puisque c'est ce qu'on nous demande dans ce genre de situation. Les personnes ne sont pas obligées de répondre à d'autres questions. Donc elles ont des numéros et non pas de noms. Je ne peux pas vous donner des noms, parce que non que des numéros. Oui, vous ne pouvez pas de toute façon, parce qu'en fait, les femmes victimes de violences sexuelles, au cours de ce procès, ont été entendues dans le cadre du huis clos. C'était pour préserver leur sécurité, préserver leur dignité aussi. Professeur, je vais rebondir sur quelque chose que la directrice de l'hôpital a dit ici. Elle dit qu'elle n'a pas eu connaissance qu'il y ait eu, en tout cas, une agression de l'hôpital au point que ça soit quelque chose de grave. Est-ce que vous confirmez, est-ce que vous pouvez nous donner l'heure à laquelle ces bombes lacrymogènes se sont retrouvées à l'intérieur de l'hôpital? C'était dans l'après-midi. C'était en tout cas au-delà de 17 heures. Mais je ne peux pas. Il y a plusieurs années que ça s'est passé. Je ne peux pas vous donner l'heure précise, mais c'était dans l'après-midi, proche de la soirée. Il était plus de 17 heures, ça j'en suis sûr. D'accord. Et dans ce cas de figure, qui n'est pas un cas de figure normal, est-ce qu'il est possible que lorsque une agression comme ça est perpétrée contre un hôpital qui reçoit cette vague de personnes blessées, de victimes de violences sexuelles, est-ce qu'il est possible que dans le cadre de l'organisation des services de l'hôpital, que vous ayez eu un point, un staff pour parler de ça, ou au moins pour échanger des informations sur la conduite à tenir? Bon, vous savez, l'hôpital, c'est un peu compliqué. Les staffs sont interservices. C'est-à-dire que chaque matin, toutes les équipes se réunissent pour discuter de leurs problèmes, des évacuations qu'il y a eu entre les autres services, et puis les chefs de service s'informent sur le devenir des personnes qui ont été vues et qui ont été référées dans une autre unité de l'hôpital. Après, tous les mois, il y a ce qu'on appelle le monitorage. Le monitorage, c'est une activité qui est aussi administrative et clinique, où on discute des cas qui ont été vus, tous les cas qui ont été vus dans l'hôpital, mais aussi des décisions administratives qui ont été prises. C'est au cours de ce genre de réunion que tout ce qui s'est passé dans le mois peut être discuté. Ok, je rebondis encore sur la même question, professeur. Est-ce que vous estimez que ce type d'agression, que l'hôpital d'Onka a subi, était quelque chose de spécial ce jour-là? C'est spécial, oui, parce que ce n'est pas habituel quand même qu'un hôpital reçoive des fumigènes.
Ok, je vous pose cette question parce que vous savez, on est tous quand même dans ce pays depuis plusieurs années et on sait qu'il y a eu un certain nombre de violences des années bien avant 2009. On se rappelle de 2007 où les mêmes actes de violence avaient été perpétrés, où on a empêché des prises en charge médicales. Quand même, on peut dénoter une certaine forme de culture de la violence dans ce pays, monsieur professeur. Vous, en tant que médecin, vous pouvez le confirmer. Ça, je confirme, hein, mais nous sommes tous citoyens de ce pays, nous avons tous vécu et nous savons ce qui se passe. Oui, oui. Professeur, moi je suis profane de tout ce qui est médical, mais on s'y intéresse parce qu'on est des hommes de droit, on est des avocats, donc on est tenu d'avoir une certaine culture qui va au-delà de la culture juridique. Je veux savoir, est-ce qu'en 2009 déjà, est-ce qu'il existait un protocole de prise en charge des violences sexuelles? Ah oui, ça existait. Et c'est justement ce protocole, pour respecter tous les aspects de ce protocole, que l'UNFPA et l'UNICEF en particulier, plus l'OMS, ont déposé ce qu'on appelle des kits de prévention. Dans les kits de prévention, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs aspects. Hein. Il y a la prévention des maladies infectieuses de façon générale, telles que l'hépatite B. On demande de vacciner toutes les personnes qui ont subi ce genre de parce qu'elles peuvent être contaminées par l'hépatite B. Il y a le kit VIH, on a dit sexuellement transmissible. Il y a les différents prélèvements, les prélèvements dans tous les orifices, pour être sûr qu'il n'y a pas eu un germe. Et un traitement est délivré dans le cadre de la prévention de l'infection banale jusqu'à la prévention du VIH pendant un certain nombre de jours pour protéger la personne. Et aussi, bien sûr, il y a ce qu'on appelle la pilule du lendemain. Pour éventuellement empêcher les grossesses non désirées, Exactement. qui sont dans ce cas-là effectivement des grossesses non désirées, donc, bien évidemment. Il y a tous ces éléments-là qui sont dans le kit. Et ce kit existe. Ok, nous avons entendu ici la directrice de l'hôpital. On se demande finalement s'il y avait une véritable collaboration entre vous, parce qu'ici, à la barre, il y a quelques jours, elle a affirmé qu'à l'époque, on ne parlait pas de viol, mais qu'on parlait de soupçon de viol. Ça évoque quelque chose en moi, professeur Keita, parce que vous, en tant que gynécologue, vos services ont quand même vu des femmes qui avaient des morceaux de débit, qui étaient blessées dans leur chair, dans leur sang, et qu'elle, directrice de l'hôpital, qu'elle vienne nous évoquer ici des soupçons de viol, c'est quand même difficile à comprendre. Non, peut-être elle voulait parler de suspicion de viol, parce que ce n'est pas au médecin de déclarer un état de viol, ça ne fait pas partie de notre fonction. Notre fonction, c'est de décrire les lésions qui ont été constatées et la possibilité d'un viol. C'est le magistrat qui prononce qu'il s'agit bien d'un viol en ayant recoupé les informations et rassemblé tous les éléments de preuve qui lui permettent de dire que c'est un viol. D'accord. Professeur, il y a plusieurs femmes qui sont passées ici au huis clos. Certaines ont déclaré que suite à l'agression sexuelle qu'elles ont subie, elles ont eu, en fait, elles ont encore aujourd'hui des infections à répétition sur les organes génitaux et qui sont des infections qui reviennent à chaque fois. Est-ce que vous, en tant que gynécologue, vous pouvez l'expliquer? Et est-ce qu'éventuellement, il y aurait un lien entre ça et le trauma qu'elles ont subi? Le trauma, évidemment, parce que de toutes les façons, une femme violée n'oubliera pas ce jour-là pendant toute sa vie. Et ça a des degrés divers, hein, et ça dépend de la personnalité de la personne. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'une violée a toujours des problèmes psychologiques qui restent très longtemps dans la durée. Et certaines n'oublient jamais. Et il arrive des moments où elles ont des vraies crises de détresse, plusieurs années après. Ça, c'est quelque chose qui existe, effectivement. Ok, en tant que professionnel, vous estimez que les femmes qui s'en sortent le mieux, qui ont une certaine capacité de résilience, sont celles qui sont quand même dans un environnement, soit qu'elles sont indépendantes économiquement, ou alors elles sont dans un environnement familial qui leur apporte un certain soutien. Mais il se trouve que la plupart des victimes qui comparaissent, certaines ne sont pas dans cette situation, donc elles sont retraumatisées. Je confirme. D'accord.
Merci, professeur. Merci, Monsieur le Président, messieurs les assesseurs. Professeur Hassan Ba, un éminent professeur, il a dit ceci: sur appel du médecin-chef de l'armée, il arrivait urgemment à recevoir au crépuscule du 28 septembre 2009 à la morgue du CHI d'Ignasdine 3 camions militaires qui contenaient respectivement 21, 7 et 13 corps, auxquels 2 autres s'ajoutaient, soit un total provisoire de 43 corps. Les jours suivants, ce nombre grimpait à 58 corps qui étaient dispatchés dans les morgues d'Ignasdine 24 et Donka 34. Certains de ces corps étaient déposés sur des paillasses. Il a ajouté que, nonobstant l'inexistence de réquisitions judiciaires, les examens médicaux légaux effectués sur les corps permettaient de comprendre que les victimes étaient décédées à l'aide d'armes à feu Kalachnikov, contondantes, piquantes et piquantes tranchantes, couteaux baïonnettes. Les corps portaient des orifices d'entrée et de sortie. Sur certains, des fractures étaient visibles au niveau des crânes, des nez et des thorax. 31 corps étaient restitués aux parents, 27 envoyés à l'esplanade de la mosquée, alors qu'on nous a fait comprendre que c'était 57. Le professeur dit que c'était 27 corps qui avaient été envoyés au niveau de l'esplanade de la mosquée Faisal, et à ce niveau, c'est seulement 2 qui avaient été restitués. Et les 25 autres, on est allé les enfouir dans un charnier au cimetière du Cameroun. On n'a pas eu la chance de faire le transport judiciaire, mais ce qui est évident, ces 25-là ont été enfouis là-bas sous instruction des militaires, bien sûr. Aussi, Monsieur le Président, il dit que les 54 corps qui étaient remis au colonel Chérif Diaby, dont le journal Valentin Haba faisait état sur instruction du journal Toto, n'étaient nullement arrivés dans les morgues de Donka et d'Ignasdine. Le professeur Hassan dit que les 54 corps ne sont jamais arrivés ni à Donka ni à Ignasdine. Donc, seul Chérif Diaby sait où il a envoyé ces 54 corps-là. Aussi, Monsieur le Président, honorables assesseurs, les militaires étaient effectivement au niveau des 2 morgues jusqu'au jour de la restitution des corps. Vous savez, beaucoup de victimes sont venues ici pour nous dire que quand elles sont allées pour retrouver les corps de leurs parents, les morgues étaient quadrillées. Il y avait des verrous rouges qui étaient là, qui empêchaient l'accès. Un médecin a expliqué ici par quel mécanisme il a réussi à arborer la blouse étant médecin pour avoir accès à l'intérieur. Et ce qu'il a vu, c'était vraiment de l'abomination. C'était insupportable, Monsieur le Président. Donc, il est évident que les jours qui ont suivi les massacres, les morgues étaient prises d'assaut. Ces morgues-là étaient quadrillées par les bérets rouges qui refusaient tout accès. Aussi, Monsieur le Président, Dr Fatou Sike Kamara est passée ici. Elle était la directrice de l'hôpital national d'Onka au moment des faits. Elle a dit que les militaires avaient effectivement eu accès à l'enceinte de l'hôpital et de la pharmacie, où ils perpétraient des actes de violence au point de vouloir empêcher les médecins de faire leur travail, qui finalement les refoulaient. La vie de la pharmacie était fissurée. Aussi, professeur Namori Keita, un grand professeur aussi, il est passé ici, il a dit ceci: plusieurs blessés, dont les femmes victimes de viols et autres formes graves d'agression sexuelle, avaient été effectivement pris en charge au CHU de Donka le 28 septembre 2009 et jours suivants. Des débris de bois étaient retrouvés dans les vagins de certaines d'entre elles, attestant ainsi l'utilisation par les militaires des baïonnettes et des morceaux de bois dans leurs parties intimes dont elles avaient fait état. D'autres subissaient des viols collectifs. Le professeur Namouré est passé ici, il a donné ces explications-là. Et il a ajouté, le stade était fermé alors que les victimes se trouvaient à l'intérieur. Les antigangs étaient arrêtés à la porte. Les médecins avaient été empêchés d'y accéder. Il a ajouté que les bérets rouges rencontrés dans le quartier Landrea affirmaient aux médecins: de toutes les façons, ceux qui sont responsables de cette situation payeront et nous ne nous laisserons pas faire.
Les militaires investissaient l'enceinte de l'hôpital Donka et y lançaient de la grenade lacrymogène. La pharmacie n'avait pas été épargnée. Une des victimes de viol avait subi une triple sanction. Hier, maître Alimatou en a fait cas. Cette victime-là, elle avait fait le baccalauréat. Elle n'a pas eu le bac. Elle a été atteinte par la maladie, le VIH-Sida. Elle a été violée, Monsieur le Président. Et lorsqu'elle a quitté l'hôpital, elle n'a plus eu le courage de revenir. Une fille de 17 ans dont l'avenir a été complètement hypothéqué. Monsieur le Président, il poursuit en disant « Ce qui était arrivé n'avait aucun sens, aucune explication. Professeur Namori Keita n'a trouvé aucune explication par rapport aux atrocités qui ont été commises au stade. Il dit qu'en tout cas, lui, il ne comprend pas. Ça ne devrait pas arriver en principe. Et il dit enfin qu'il y avait des blessés graves et certains étaient étalés à même le sol à l'hôpital. Monsieur le Président, M. Magnan Sidibé aussi est passé ici. L'actuel directeur de l'OGP. Il a dit ceci. Feu Jean-Marie Doré disait lors d'une émission à la radio Planète FM que Colonel Kebro était l'un des éléments importants des massacres du 28 septembre 2009. 3 camions contenaient des corps. Ces camions-là étaient stationnés dans la cour de la présidence de Feu Général Lansana Conté et qu'il existe effectivement 2 à 3 fosses communes, dont la plus grande se trouve à Faban. Il a dit également que l'accusé d'Addis refusait que les corps soient envoyés dans l'enceinte du camp Alfaya Diallo pour ne pas qu'ils soient vus par les personnes qui y étaient fréquentes. Les mêmes sources lui disaient qu'environ 300 corps avaient été jetés dans la nature. Monsieur le Président, M. Cheikh Sidia Diabaté était également venu. Il a dit ceci: à mon arrivée au camp Samori Touré, les agents me disaient que 2 camions bâchés remplis de cadavres étaient stationnés dans la cour de la résidence de Feu Général Lansana Conté. Il partait lui-même vérifier dans l'un d'eux et apercevait effectivement les corps entreposés. Certaines personnes parlaient de 5 camions. Il ajoutait également que les 3 agents que lui l'avait dépêché au stade lui disaient avoir vu 2 à 3 personnes tombées et que c'était des militaires détenant des Kalachnikov qui s'y étaient rendus. Et il finissait en disant qu'il apprenait qu'il y avait des charniers à Faban, à Cameroun et ailleurs. Après donc les témoins du ministère public, Monsieur le Président, les parties civiles également ont fait venir 4 témoins qui ont été reçus par votre tribunal. Le premier, c'est M. Alpha Mamoudou Diallo, blanchisseur, qui est domicilié à Koya. Il a dit ceci: j'entendais des sirènes qui venaient de la Bellevue, les jeeps pleines de bérets rouges entraient dans la cour. Pivi était en tête, il saccageait tous ceux qui se trouvaient dans la cour et dans la maison et emportait d'autres biens. Il brisait les vitres des véhicules qui se trouvaient dans la cour. Un d'entre eux détenait le couteau et le fusil et disait que si je bougeais, il allait me tuer. Il n'y a pas ce qu'il ne faisait pas dans la maison. Le ministre de la Santé arrivait en tenue militaire avec ses gardes du corps. Il donnait des coups de pied aux malades qui étaient à même le sol et disait « c'est bien fait pour vous ». Ceux qui tiraient au stade portaient des tenues militaires couleur unique. Aussi, M. Ismaël Ba, logisticien domicilié à Lambagny, est passé et il a dit, alors que les gens priaient, car le musée avait fait le premier appel, les tirs commençaient, le gaz lacrymogène était largué. Ça tirait aussi vers la piscine. Tout était fermé.
On ne savait pas comment sortir. Il y avait des fils électriques barbelés qui étaient posés sur les murs. Je recevais un coup au niveau de l'épaule. Les assaillants avaient des fusils et des bâtons. Je voyais une victime qui avait été éventrée, tenue par des gens. Un groupe de militaires cassait les véhicules chez El Hadj Selou. Il y avait beaucoup de morts. À la mosquée Faisal, les mouches volaient au-dessus des corps qui étaient exposés. Des gaz lacrymogènes étaient lancés à l'intérieur de la mosquée par la police. Alors que nous étions en train d'inhumer les corps à la demande des personnes âgées qui étaient parmi nous, nous apercevions quelque chose d'un peu plus grand, 5 à 10 mètres, qui ressemblait fort bien à un charnier dont je peux toujours reconnaître l'emplacement. Les gendarmes en treillis et les policiers de la CMIS administraient des coups. J'avais vu au stade une femme nue qui marchait et qui voulait sortir. Je voyais les bérets rouges qui poignardaient les gens, d'autres assaillants étaient en culotte.